Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes la Framco et la Fabco et nous vous présentons aujourd'hui ce très sympa webinaire sur les franchises et on a plusieurs intervenants qui sont présents. On aura en tout 3 franchisés qui interviendront aujourd'hui ainsi qu'un franchiseur qui nous parleront de leur histoire, de comment ils en sont arrivés là et de comment est-ce qu'ils le vivent au quotidien. Alexandre, je te laisse présenter. Je vais dire donc bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Navarro, je suis le vice-président de la Chambre de commerce franco-américaine de West Florida, où on est basé à Tampa. On travaille beaucoup avec la Chambre de commerce d'Orlando, présidée par Sylvain, puisque Central Florida, au jour d'aujourd'hui, devient un vrai pôle d'attraction en Floride, donc une espèce de bandeau de Tampa jusqu'à Cap Canaveral, puisque en fait, au sud de la Floride, c'est déjà bien plein, et aujourd'hui, il y a un coût de la vie plus intéressant en Central Florida, il y a vraiment des dynamiques des counties et des équipes en Floride pour vraiment dynamiser le secteur. Du coup, nous collaborons de plus en plus avec Orlando afin de vous présenter les meilleurs là où on pense qu'il serait intéressant d'investir et d'immigrer en termes de business en Floride. Voilà. Sylvain, tu veux dire quelques mots? Alors, moi, je vais prendre la suite juste pour dire un peu le contexte, effectivement, de ce webinaire qui est donc sur la franchise. Un certain nombre de personnes qui viennent s'installer aux États-Unis à travers différents visas le font soit par la création, soit par rachat d'un business, sachant que création ou rachat de business peut se faire en indépendant ou à travers une franchise. Il y a eu pas mal de communication ces derniers temps justement sur les franchises et l'immigration aux États-Unis à travers malheureusement pas forcément que des bons exemples. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce webinaire pour dire que quand c'est fait comme il faut, quand la franchise est choisie avec, quand les personnes prennent le temps de choisir la bonne franchise, de s'associer à des professionnels, et ben la franchise, au contraire, ça peut présenter pas mal d'avantages. Donc là, on a un panel de 3 franchisés et un franchiseur. Et donc, je vais laisser la parole aux franchisés déjà qui vont se présenter. Donc, et après, Étienne. Nancy? Bonjour tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont en France. Donc, je m'appelle Nancy, j'ai 43 ans et ça fait 5 ans que nous vivons en Floride, voilà, avec ma famille. Et nous avons repris une franchise américaine qui s'appelle Killwings depuis 2018, donc ça fait 3 ans et tout se passe très bien. Voilà, on en est très content. Alors après, Caroline? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Caroline. Ça fait bientôt 4 ans que je suis ici et je suis donc responsable de la franchise Huntington Learning Center à Melbourne. Et je suis ravie d'être ici en Floride, aux États-Unis. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Étienne? Bonsoir à tous, parce qu'en ce moment je suis en France, je rentre à New York samedi, mais je m'appelle Étienne Lemarié, donc je suis responsable de la marque Léonidas aux Amériques. Donc je suis aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, je suis responsable de la marque Léonidas depuis à peu près 4 ans maintenant. Si tu veux dire quelques mots peut-être, parce qu'elle nous rejoindra un petit peu après, et je suis désolé, j'ai perdu son prénom. Wendy. De Wendy, oui, pas de problème. Donc, Wendy McCarthy, vous voyez sa vidéo qui, sans elle, mais avec le bel éléphant rose, qui est une de nos franchisées, qui est basée à Clearwater, en Floride, et qui travaille avec nous depuis 1 an et demi à peu près. Okay. Alors, donc là, on va commencer par parler principalement avec Nancy et Caroline, qui sont donc des franchisés aux États-Unis, qui sont toutes les deux en visa E2. Et je vais leur laisser la parole à chacune à tour de rôle pour la même question. Alors, la première question à l'une et à l'autre, ça va être pourquoi être venu aux USA? Alors, on va commencer par Nancy.
Oui. Pourquoi être venu aux USA? On est venu en vacances souvent chez des amis et mon mari est tombé amoureux de la Floride. Voilà. Donc, et puis ça a été aussi on s'est dit, une aventure. C'est maintenant ou jamais, à 40 ans, de le faire avec nos enfants. Voilà. Ok, Caroline? Moi, perso, c'était mon rêve depuis que je suis petite. Et quand j'ai rencontré mon mari, c'était son rêve aussi. Il venait de rentrer des États-Unis, donc d'un stage, et il avait adoré. Donc, on s'est rencontrés en France et on s'est dit, il faut qu'on parte. Il faut qu'on aille aux États-Unis, peu importe. On était même prêt à aller en Alaska s'il fallait. Voilà. C'est une possibilité. Alors, on va passer à une question, donc vraiment cette fois dans le vif du sujet. Pourquoi une franchise? Nancy, tu as un retour intéressant là parce que toi, tu as travaillé hors franchise et en franchise. Alors, pourquoi une franchise? Alors, pourquoi une franchise? Ça n'a pas été forcément un choix de la franchise, en fait. C'est donc quand nous sommes arrivés en visa E2, nous avions acheté un petit café français à Naples, qui se trouve à l'ouest des États-Unis. Et bref, ça ne s'est pas forcément passé comme on le souhaitait. Et du coup, on cherchait à rebondir, à trouver, à faire autre chose, voilà, mais en dehors de la restauration. Et du coup, on s'est posé pas mal de questions parce que on s'est dit, voilà, aux États-Unis, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on aimerait faire et qu'est-ce qu'on est capable de faire aussi. Et du coup, on s'est dirigé vers la glace. Parce que, bon, Floride, glace, je pense que ça marche plutôt bien. Du coup, on a commencé à chercher. On t'a rencontré, Sylvain. Et ensuite, on a trouvé plusieurs glaciers, et dont le Kiwins, que j'ai connu pendant mes premières vacances, celui de Venice Beach, et j'ai adoré ce lieu, en fait. Voilà. J'ai adoré ce lieu. Dès qu'on rentre, on a l'impression de redevenir en enfance, on sent tout ce qui est chocolat, tout ça, enfin voilà, les senteurs sucrées. Et puis, ce qui m'avait interloqué, c'est qu'ils cuisinaient aussi devant les gens. Quand je parle de cuisiner, ils faisaient le fudge. C'est quelque chose, je ne peux pas décrire en français, mais c'est américain. Et ils faisaient les pop-corn, tout ça. Voilà, il y avait entre guillemets un petit spectacle et qui, en fait, voilà, qui fascinait les gens, qui plaisait. Et donc c'est vrai que j'aimais beaucoup déjà le Kiwins. Et c'est qu'après que on a cherché, on a travaillé dessus avec Sylvain sur cette franchise qui apparemment, suite aux recherches, paraissait vraiment très sérieuse. Cette franchise existe depuis 1947 et actuellement, il y a 152 magasins aux États-Unis. Voilà. Et donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, je ne sais pas. Non, pas de problème. Alors, Caroline, en fait, voilà, là, tu as répondu à deux questions de suite et c'est très bien. Et donc, Caroline, je vais te laisser répondre dans ces cas-là aux deux mêmes, à savoir pourquoi une franchise et en même temps, pourquoi 7 franchises? Alors, pourquoi une franchise? Au départ, lorsque je cherchais, de toute façon, je n'avais pas cette envie de créer un business. Je me disais, ça va déjà être assez compliqué de s'expatrier, d'être business owner. Donc, je voulais reprendre un business. Donc, de toute façon, j'étais dans l'idée de reprendre quelque chose de déjà existant, en bonne santé financière. Pourquoi ce style de business? Je vais essayer de la faire courte, mais j'ai toujours rêvé quand j'étais ado de passer mon SAT.
Alors, explique peut-être justement ce que fait Huntington. Alors, pardon, oui, c'est vrai. Huntington, c'est Learning Center. Donc, ce n'est pas quelque chose qui… C'est difficile à expliquer parce que ça n'existe pas forcément en France, ce style de produit. Les élèves viennent ici pour plusieurs raisons. Ça peut être pour ce qu'on appelle enrichment, donc pour faire du travail supplémentaire et être un peu en avance. Ça peut être aussi parce qu'ils ont des difficultés scolaires. Et on construit des programmes avec les livres et le curriculum. Enfin, on suit les guidelines de la franchise et de l'État également. Donc, voilà, les Huntington ne vont pas toujours tous faire la même chose, que moi, je suis en Floride. Donc, je vais suivre le FSA, certains examens propres à la Floride, mais d'autres franchises vont devoir suivre d'autres examens. Donc, c'est assez compliqué à ce niveau-là, mais du coup, c'est intéressant aussi. Et une grosse partie de ce qu'on fait, c'est préparation SAT et ACT, qui sont les examens pour rentrer au college, en fait. Est-ce que tu as dit combien de franchisés il y en a? Non, on est environ 380 et quelques. Je t'avoue, j'aurais dû peut-être regarder avant, mais on est environ 300, oui, plus de 300. Et je crois qu'on est présent dans 43 États. Et elle existe depuis 40 ans, je crois. Oui, ça fait presque 45 maintenant. Oui, 45 ans. Donc, je crois qu'en 2022, on fête les 45 ans. D'accord. Le nom de la franchise… Alors, Charles, tu peux… J'ai répondu déjà. Hein, j'ai répondu. Voilà, c'est un petit peu au-dessus, hein, Kill-Win Franchise. Alors, on va passer à… Alors, non, à toutes les deux, une dernière question à toutes les deux, je regarde l'heure en même temps. Une dernière question à toutes les deux. Les avantages et les inconvénients de la franchise. On va commencer par Caroline cette fois. Avantages et inconvénients pour toi de la franchise. Avantage déjà? Pour moi, l'avantage, c'est que je bénéficie d'une renommée déjà au niveau du nom. Donc, c'est vrai que Huntington, comme on vient de le dire, c'est présent depuis presque 45 ans. C'est assez connu aux États-Unis. Ça fait partie des franchises sérieuses, ça fonctionne bien. Et puis, et pour moi, c'était un avantage parce que je bénéficiais d'un réseau et ça simplifiait les choses en tant que business owner, je trouvais, de prendre une franchise plutôt que de créer quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir une franchise. Et pourquoi celle-là en particulier? C'est parce que j'ai toujours aimé l'éducation de manière générale et il se trouve plusieurs amis qui habitent New York ou New Jersey qui sont dans l'éducation et qui m'ont de cette manière, de manière générale, qui m'ont conseillé cette franchise, en fait, tout simplement. Voilà. Pour les inconvénients, j'en vois pas trop, mais je dirais les royalties à payer, quoi. Mais les inconvénients, non, pas en particulier. C'est une franchise qui est encore détenue par les fondateurs et pas par un gros groupe, donc c'est assez family encore. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Bonne ambiance, en tout cas de ce que je vois. Nancy, avantage de la franchise? Oui, alors, avantage de la franchise, c'est pareil, un petit peu pareil aussi que Caroline. Cette franchise existe depuis presque 75 ans et elle a donc, elle est connue, les Américains connaissent. En fait, quand on vient aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays, on ne connaît pas vraiment les goûts des gens du pays et c'est pas les mêmes que les nôtres en fait. Tout ce qui est chocolat, tout ça, c'est beaucoup plus sucré et en fait, on sait quel produit il faut faire. On a des milliers de recettes qu'on peut faire, qu'on fait et en fait, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'on sait déjà ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils ne vont pas aimer. Et puis en plus, chez Kill-Win, il y a vraiment un suivi.
on a comment dire, un consultant qui nous suit donc, en Floride. Il vient 2 fois par an nous voir. On peut l'appeler à n'importe quel moment pour lui poser les questions. Voilà, on a vraiment un suivi de cette franchise. Et c'est aussi une franchise qui est plus ou moins familiale. Parce que celle donc, qui a créé la franchise avec son mari est décédée il y a peu, mais elle était encore dans la compagnie. Et en fait, c'est un ami à eux qui ont repris vraiment cette entreprise, et c'est une petite entreprise. Voilà, c'est pas non plus une start-up. Et ça, c'est sympa. C'est sympa. Ok, dernière question pour Nancy. Est-ce que tu vois des inconvénients? Alors, moi, non, personnellement. Mais après, il y a d'autres gens qui m'ont déjà dit oui, mais bon, tu es une franchise, donc tu ne peux pas vendre ce que tu veux dans le magasin. C'est vrai. Je ne vais pas pouvoir vendre, par exemple, certaines sortes de bonbons. Je ne vais pas pouvoir vendre des choses qui ne sont pas approuvées par Killings. Mais les choses approuvées par cette franchise est tellement large, en fait, qu'on a énormément de choix. Et puis je trouve que ouais, on sait ce qui marche déjà. Donc pourquoi voilà, aller chercher plus loin. Moi, ça me va en tout cas. Après, il y a des gens qui n'aiment pas forcément être restreints sur ce genre de choses. Mais bon, moi, personnellement, je vois pas non plus Inconvénients. de négatif. Voilà. Ok. Ben, je vais laisser la parole à Charles qui va parler avec Étienne. Mais Étienne est-il toujours là? Non, Étienne n'est plus là pour le moment. Je pense qu'il va se reconnecter dans un tout petit instant. Ok. Je reprends juste tant qu'on reprenne un petit peu. Les avantages et les inconvénients de la franchise, peut-être du coup le temps qu'Étienne arrive, faire un summary au global, pas par franchise, mais de ton point de vue, Sylvain, toi qui as accompagné beaucoup de personnes, au global, quels sont les avantages d'être en franchise et les inconvénients, quoi. Voilà. Est-ce que la franchise peut correspondre à des gens qui sont très entrepreneurs, veulent toujours aller chercher, veulent une certaine indépendance, par exemple, aussi? Est-ce que, voilà, des choses comme ça? Alors, clairement, c'est vrai que c'est pas forcément dans la mentalité française la franchise. Donc c'est un petit peu une des choses qu'on voit. Maintenant, clairement, dans le cadre d'une expatriation aux États-Unis, je crois que les deux l'ont bien démontré que ça facilite quand même les choses. À savoir que le produit, la marque est connue, la communication est prise en charge par la franchise. Or, communiquer avec les Américains, c'est pas communiquer avec les Français, c'est pas la même communication. Globalement, et puis je vois qu'Étienne est revenu. Globalement, moi, ce que je vais dire, c'est que ce soit une création ou un rachat, une expatriation dans le cadre d'une franchise, d'une bonne franchise, j'en parlerai après, donc adossée à une marque connue aux États-Unis, adossée à un réseau, adossée à des gens qui sont là pour vous aider, ça multiplie les chances de réussite par beaucoup. Je vois aujourd'hui, moi, dans les personnes que j'ai accompagnées, ceux qui sont venus dans le cadre d'une franchise, encore une fois, je dis bien une bonne franchise, globalement réussissent beaucoup mieux que ceux qui ont créé ou repris un business indépendant. Charles, je te laisse. Pardon, avant de passer la main à Étienne, un point quand même très important pour ceux qui nous regardent. Passer à l'ambassade pour un visa E2 avec une franchise très connue, américaine ou européenne, il y aura beaucoup moins de questions, ça sera beaucoup plus smooth et il y a beaucoup plus de chances de réussir parce que quand on présente pour les prochaines années l'employabilité, etc., avec une franchise, l'officier à l'ambassade sait déjà plus ou moins de quoi il parle, quoi. Voilà. C'est clair. Qui Louise ou Huntington, il les connaît tous les deux, par exemple, et Leonidas aussi. Je peux juste rajouter une chose. Justement, moi, quand on est venu sous visa, donc sous le business du restaurant, quand nous avons racheté le Clewins, j'ai dû changer en fait. J'ai dû faire un amendement. C'est comme changer de parce que c'était plus dans la restauration.
C'était dans de la revente, enfin voilà. Et donc, mon avocat m'a dit il fallait absolument que je change ça. Et l'avantage, c'est qu'on a pu faire ce changement en restant ici. Il a juste envoyé notre dossier à USCIS. USCIS, ouais. USCIS. Et on a eu l'accord en 2 jours. Ah oui, bah forcément qu'Halloween, ils connaissent. Ah, Étienne est de retour. Charles, à ton tour. Alors Étienne, je sais qu'il nous a préparé une petite présentation très sympa. Donc je t'invite à la partager à l'écran. Ça marche, je vais la partager. Je vais essayer d'aller assez vite parce que ma connexion est assez instable et je veux éviter d'avoir une présentation tronquée à cause de ma connexion. Donc voilà, hop. Est-ce que vous la voyez? Oui. Oui, alors, donc merci à tout le monde de me laisser présenter Leonidas. Donc, comme je vous ai dit, je suis responsable de l'entité Leonidas aux Amériques, donc Canada, USA et l'Amérique latine. Donc, j'y travaille depuis 4 ans. Donc, je vais vous présenter Leonidas très rapidement. Vous connaissez sûrement la marque qui est très présente en Europe. Je vais vous montrer ce qui marche pas et ce qu'on conseille quand on veut s'installer et quand on veut implanter un point de vente Leonidas aux États-Unis. Alors, donc, Leonidas, on est présent depuis une centaine d'années, depuis 1913. C'est toujours une société familiale. Donc, ce sont les petits-fils du fondateur de Leonidas qui sont toujours à la tête de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons à peu près 1100 points de vente dans le monde. Aux États-Unis, quand je suis arrivé, en Amérique du Nord, pardon, nous avions 25 points de vente. Aujourd'hui, nous en avons 55. Donc, Leonidas, c'est quand même une grosse boîte. On est 400 employés. Nous sommes le plus gros fabricant de pralines de Belgique. J'insiste bien sur pralines. On fait 5800 tonnes de chocolat par an. On a une grosse gamme, on a 50 références en permanent. Et en tout, on a à peu près 100 références avec les produits saisonniers. Nous sommes présents dans 32 pays. Et aujourd'hui, on se développe beaucoup en Amérique du Nord, aux Amériques, pardon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Leonidas, en quelques mots, donc, nos produits sont très très bons. On n'utilise que du beurre de cacao, jamais d'huile de palme. Tout est fait en Belgique. J'insiste là-dessus. On a un seul site de production qui est à Bruxelles. Donc, certains fabricants, pas que de chocolat, mais de marques européennes, vont dire qu'ils sont faits, qu'ils viennent d'Europe, alors qu'en fait leurs usines sont en Chine, aux USA et tout. Nous, on est vraiment qu'à Bruxelles. Et nous sommes fournisseurs exclusifs de la Cour du Roi. Donc, pourquoi Leonidas aux États-Unis? Donc, on propose des produits vraiment exceptionnels. Ça, c'est au niveau qualité, il n'y a rien à dire. On est la vraie praline belge, gourmande, crémeuse, avec du très bon chocolat, bien onctueux. On a un support local que je suis, donc basé à New York, sur la côte Est. Pourquoi côte Est? Parce que ça nous permet d'être, évidemment, capable d'être sur le même fuseau horaire que les États-Unis. Évidemment, avec la Californie, on a 3 heures de différence, mais on reste très, très facilement joignable. Et on est aussi capable de communiquer avec l'entreprise en Europe avec 6 heures de décalage horaire. Aussi un support local pour nous permettre de... moi, étant sur place et depuis longtemps, j'ai un peu cette double nationalité, on va dire, de bien comprendre le marché américain, les attentes du consommateur américain, leurs envies, et en même temps faire le tampon avec parfois les expectatives de l'entreprise belge, et d'arriver à coordonner les demandes et les attentes. Donc, et aujourd'hui, pourquoi Leonidas? Pourquoi c'est un concept qui marche de mieux en mieux aux États-Unis? C'est parce qu'on arrive à proposer un concept flexible aux différents franchisés. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, au niveau de la différence entre Leonidas, Europe et Amérique, donc au niveau des produits, il n'y a aucune différence. Tout est fait en Belgique, à Bruxelles, dans la même usine depuis 100 ans. Donc là-dessus, il n'y a aucune différence. Donc, un store concept qui est intéressant pour les Américains. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, en Europe, on a surtout des magasins qui vendent que du chocolat. Donc, un marchand, un chocolatier en Belgique va lui vendre 4-5 tonnes parce que voilà, c'est dans la culture d'aller chercher des pralines chez un chocolatier. Aux États-Unis, il y a eu des études de fait. 92% des Américains qui vont acheter des chocolats vont le faire dans une grande surface, alors que seulement 8% vont acheter leur chocolat dans une chocolaterie. Donc, moi, venir vendre un concept à quelqu'un qui veut investir dans la marque et lui dire « Ouais, vas-y, ouvre un chocolat, une chocolaterie, il n'y a pas de problème », je sais que dans 6 mois, il va m'appeler, il va me dire « Ça ne marche pas, je suis dans le rouge, je n'ai pas assez de clients ». J'assiste toujours pour qu'ils disent « Les chocolats, évidemment, ouvrez un comptoir, c'est très très bien, mais ne vendez pas que ça. Vendez des cafés, vendez des viennoiseries. Voilà, il faut que ça soit un complément et qui permette que chaque produit permette de se pousser l'un et l'autre. Ensuite, en Europe, les chocolateries, on les ouvre un petit peu partout. Donc, les chocolateries, on peut les ouvrir dans les petits villages en Belgique sans problème. Aux États-Unis, il faut arriver à ouvrir des chocolateries dans les centres commerciaux, dans les rues piétonnes, dans les centres financiers comme à Manhattan, dans les rues où il y a beaucoup de bureaux, parce que c'est une habitude américaine d'aller chercher son café le matin avant d'aller au bureau. Donc voilà, les emplacements ne vont pas du tout être pareils aux États-Unis. Les emplacements qu'on recommande ne vont pas du tout être pareils aux États-Unis qu'en Europe. Et ensuite, évidemment, l'Amérique, c'est un marché énorme et à fort potentiel. Donc, à la différence de l'Europe, on va toujours dire à nos clients, ne vendez pas que derrière votre comptoir, essayez de trouver d'autres débouchés chez les comités d'entreprise, chez les paniers traiteurs, parce qu'il y a des gros volumes à faire. Donc, qu'est-ce qui fait la réussite ou l'échec d'un projet pour quelqu'un qui va ouvrir un point de vente Léonidas aux États-Unis? Donc, c'est d'avoir un bon personnel. Ça, c'est très important. C'est d'avoir quelqu'un, un responsable de magasin, enfin un investisseur, qui va prendre le temps de former son personnel, de leur transmettre la passion pour la marque et aussi de se comporter à l'américaine, de montrer de montrer qu'on va faire attention à eux et qu'on fait tout pour qu'ils puissent être impliqués dans la vente de la marque. Ça, c'est hyper important. L'esprit entrepreneurial, très important aussi parce que beaucoup d'investisseurs, et surtout de Belgique ou de France, On l'a perdu. Il nous parlait de sa connexion, effectivement, il y a quelques instants. Donc là, il me semble que ça a coupé. On va juste attendre un petit instant son retour. Vous m'entendez? Ça y est, he's back. He's back. Allô, allô. C'est ce qu'on appelle les inconvénients du direct. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, on te revoit. Voilà, je suis vraiment désolé, c'est problème technique. Alors, je repartage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Ouais. C'est bon. Donc, comme je disais, il faut vraiment un responsable, un investisseur qui va avoir l'esprit entrepreneurial, qui ne va pas se dire, voilà, c'est parce que Léonidas est connu en Belgique ou en France que ça va marcher aux États-Unis. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté de se dire, c'est mon business, j'ai investi. On a des petits soucis techniques. C'est ça d'habiter en Creuse. Oui, c'est la question que j'allais lui poser dès qu'il sera de retour, c'est où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il est en France? Parce que normalement, la France est quand même le Wi-Fi. Ils ont quand même Internet, mais là, a priori… On était sur la fin, hein, mais Ouais. c'est dommage. Alors bon, on va essayer, comme il n'est pas là, on lui repassera la parole dès qu'il sera de retour. Quand on voit dans les échecs, là, penser que la marque se vendra toute seule, ça c'est clair que c'est pour tout le monde. Hein. Si vous pensez que le business il tournera tout seul, ça ne marchera pas. Ah, non, il a carrément disparu cette fois.
Il nous rejoindra dans quelques instants, mais je propose en attendant de poser les questions à sa franchisée qui est Wendy. Voilà. Donc, on va passer en anglais. So, Wendy, are you ready to answer a few questions for us? Yes, I am. Awesome, awesome. So you are working for Leonidas. You're not a franchisee. It's a different contract. And I think we'll come back to Etienne after to talk about this. But the first question I want to ask you is, why did you choose Leonidas? Well, I grew up in New York City and eating Leonidas in a couple of the shops in the city. And I fell in love with the chocolate, first of all. There's no chocolate like it. So anybody that loves chocolate and tastes Leonidas knows that it's such a good quality chocolate. So that was the first part. The second part, I moved to Florida and we opened a restaurant. But before that, we were in the beer distribution business. And we had mostly European beers, Belgian beers, German beers. And when we opened the restaurant, I wanted to bring Leonidas into the restaurant to pair with beers and wines and good food. So that's what we did, and it's been a beautiful pairing. So we've been building the brand for 1 year, and during COVID, and we've been doing very well with it. So we decided to open its own store. So we're in the process of doing that right now, and we'll have a storefront, and we'll have more Leonidas products there. Awesome, awesome. So my next question would be, if you had the opportunity to do it again, are you happy with Leonidas, and would you take that opportunity to work with Leonidas again? Yes, they've been wonderful. Etienne has been just such a good person to work with as far as making sure I have everything I need. And if I don't understand something about the product, he's always there to answer me. His phone is always open for me. The importer has been wonderful. We speak on a weekly basis. And I order chocolates about every 2 weeks. Okay. Okay, that's all very interesting. So I understand that you're happy with your situation at the moment. Now, Yes. do you see any inconveniences to working with Leonidas, or is it all happiness? Tricky question. Be careful No. with your answer, Wendy. Oh, you're back. Okay. The only disadvantage for me, being in the U.S., being American, and not speaking French, I think is not a plus for me. There is a woman that's in your chamber that has offered to teach me and start to teach me some French, which I think would only help me. But I don't see any disadvantages to this. It's only been a positive experience for me. The other thing I did want to add is one of the reasons that I did love Leonidas so much was I really love the history of Leonidas. And in my restaurant, I tell everyone that I give samples to how Leonidas started, who he is, and why he did what he did, and the love of chocolate, and to make it affordable to everyone. So I love his story. Okay. I think that's great, and you summarized your situation pretty well. And I think I know actually the member you're talking about who wants to teach you French. And I believe it could only help you to tell that. So thank you very much, Wendy. Oh, thank you so much for having me. It's a pleasure. It's a pleasure. So I think we will switch back to French now, because Etienne, you cut, but I had a few more questions for you. Donc and also, maybe the question at the end, maybe Etienne wants to finish, and at the end we will ask all the questions, because we have another part. Mais tu peux parler français aussi, Alexandre. Moi, je vis qu'en américain quasiment. Veuillez m'excuser pour cette connexion. Je vais éviter de partager mon écran parce que peut-être que c'est ça qui fait bugger un peu. Mais je vais terminer. Donc, vraiment, le point sur lequel je veux insister, pourquoi c'est important d'avoir quelqu'un ici, c'est de vraiment permettre d'adapter notre offre aux consommateurs américains, de bien faire en sorte que quand un investisseur ouvre un point de vente Leonidas, on le dirige toujours vers la meilleure formule pour qu'il puisse avoir un bon retour sur investissement. Donc, on leur évite notre concept qui est le plus courant, c'est-à-dire avoir une chocolaterie pure et dure. On leur conseille toujours de vendre des viennoiseries, des glaces, du café évidemment,
de vendre vraiment des produits pas seulement complémentaires, mais qui vont attirer les gens pour vendre du chocolat, et de toujours faire goûter le chocolat, parce que les Américains, même s'ils ont voyagé, connaissent peu Léonidas. Donc, on aide beaucoup au niveau promotionnel, au niveau échantillonnage, pour que les Américains puissent comprendre pourquoi ça a un tel succès en Europe. Donc voilà, c'est vraiment important c'est vraiment important pour nous de les guider, sachant que pour la majeure partie des investisseurs, c'est souvent des économies d'une vie, c'est un rêve. Donc, on n'est pas là pour leur briser leur rêve. On est là pour avoir des bons partenaires et pour que ça s'inscrive sur le long terme. Et puis, plus ils durent longtemps, plus ils vendent de chocolat, et plus nous, on leur vend de chocolat. Donc, voilà, c'est un win-win. Et alors, Étienne, il me semble que dans votre cas, c'est plus ou moins une franchise. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être développer sur ça? Bien sûr. C'est ce qu'on peut qualifier de soft franchise, en fait. Voilà. Alors, donc, une franchise, on va prendre un exemple très connu qui va être Starbucks. Donc, les conditions d'entrée vont être beaucoup plus compliquées. Certaines franchises vont demander aux investisseurs de parfois acheter 2 emplacements. Il y a des droits d'entrée qui peuvent s'élever à plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y aura aussi les royalties. Donc, il y aura des pourcentages sur les ventes qui sont redonnés aux franchiseurs. Nous, il n'y a rien de tout ça. Nous, on est une soft franchise. Et en fait, l'investissement initial sera fait par l'investisseur, donc pour acheter tous ces matériaux comme le frigidaire, comme les différents petits équipements qui sont nécessaires pour vendre Léonidas. On parle d'un investissement initial qui se comprend entre 10 et 15 000 dollars. Mais donc, nous, on ne demande aucun droit d'entrée, aucune royalties. La seule chose qu'on demande, c'est de respecter la marque, de respecter le visual merchandising qu'on demande à avoir pour avoir une marque qui soit coordonnée sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est-à-dire d'avoir certains posters derrière le comptoir, d'avoir un laminé, qui est des espèces de rayures sur le bas du comptoir, et de respecter le prix maximal de revente. Parce qu'on demande à nos clients de ne pas vendre au-dessus d'un certain prix. Alors, c'est un prix qui leur laisse quand même une marge conséquente, mais on ne veut pas que Léonidas soit vendu à 250 $ le kilo. On veut qu'il y ait un prix, un plafond, pour éviter de trouver le Léonidas vendu à des prix complètement fous. Parce que c'est vraiment la philosophie de Léonidas de rester dans des prix compétitifs. Super, écoute, c'est très intéressant tout ça. Alors, j'avais aussi une autre petite question. Donc, quels sont les futurs projets pour Léonidas aux Amériques et peut-être plus particulièrement aussi aux États-Unis, en fait? Alors, nous, notre projet, c'est de continuer à se développer comme ça. Alors, je sais que ça paraît très basique, mais en fait, Léonidas, depuis 30 ans, est en Amérique du Nord. Et en fait, c'était plus un marché d'opportunité, parce que Léonidas est très occupé déjà sur le Benefralux. Et donc, on ouvrait des magasins un petit peu quand on nous demandait d'investir dans des magasins, et on générait ça de Belgique. C'est pour ça qu'ils m'ont embauché il y a à peu près 4 ans. Et donc, on voit les résultats, on a 100% de magasins en plus. Donc, c'est un marché qui est tellement grand qu'il y a beaucoup à faire. Donc, c'est de continuer à faire le business model qu'on a, par exemple, avec Wendy, c'est de continuer à ouvrir des points de vente qui vont avoir des conditions pérennes pour s'inscrire sur la durée. Et en fait, on le voit aujourd'hui sur les États-Unis, depuis 4 ans, on est à peu près 4 à 5 ouvertures en moyenne. Donc voilà, on veut garder ce rythme-là. On veut évidemment continuer à développer les autres pays. Je reviens du Pérou, je reviens du Mexique aussi, où on a ouvert des nouveaux importateurs. Voilà, continuer ce développement, et sur notre cœur de métier, qui est d'ouvrir des points de vente et ne pas se dénaturer en vendant à des grandes chaînes de magasins, etc. Bien. J'ai vu passer de très nombreuses questions dans le chat. Alors, on les traitera peut-être à la fin. On les traitera à la fin. J'aimerais juste mentionner, puisque je l'ai vu passer plusieurs fois, que si vous voulez que votre message soit vu par tout le monde, il faut cliquer sur Everyone pour les destinataires, juste au-dessus de l'endroit où vous tapez votre message, puisque sinon, seuls nous, les panélistes, pourrons les voir. Voilà. Et donc, vous ne voyez que les réponses. Donc, effectivement, ça peut être délicat. Alors,
Je vais juste À toi, reprendre Sylvain. le déroulé. Alors, je reprends le déroulé. Excusez-moi une minute parce que je l'ai perdu dans mes écrans. Juste une chose, Étienne, tu me détromperas peut-être, mais je ne pense pas, sauf erreur, Starbucks n'est pas une franchise. Starbucks, tout leur appartient en propre. D'accord. Ouais, Oui, c'est des succursales. Oui, c'est des non, ce succursales, sont ouais. des succursales. Je confondais avec Dunkin' Donuts. Alors Dunkin' est par Dunkin'. définition Grosse différence. véritablement le mode franchise, mais parce que pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai régulièrement des gens qui me disent est-ce qu'il y a un Starbucks avant? Et je leur dis non, si vous voulez acheter un Starbucks, il faut tous les acheter en une fois. Le problème, c'est que le budget n'est pas le même. Alors, je vais même aller un tout petit peu plus loin. Il y a eu quelques franchises, sauf erreur, une quinzaine de franchises Starbucks. En tout et pour tout, elles appartiennent à Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. C'est quelques très grandes stars qui en sont propriétaires. Les rares fois où ça arrive sur le marché, c'est quelques millions. Donc voilà, mais sinon, non, Starbucks, c'est véritablement, ce ne sont que des succursales. Alors, ce que je ne sais pas, par contre, c'est ce qu'il en est dans les autres pays, parce que je suis sûr à 100% pour les États-Unis, mais je ne sais pas pour les autres pays, si par exemple en France, c'est des franchises. Je ne le pense pas, hein, je pense qu'ils sont propriétaires de tous leurs établissements dans le monde. Alors, on va juste enchaîner, et de toute façon, on échangera sur ces sujets aussi, hein. L'idée n'est pas que je monopolise la parole et j'ai reperdu mon écran. Voilà, l'idée n'est pas que je monopolise la parole. En 5 à 10 minutes, moi, je vais vous parler effectivement des franchises aux États-Unis et comment choisir une franchise. Alors là, je parle des vraies, entre guillemets, des vraies franchises, pas des soft franchises, des franchises qui ont vraiment l'acceptation totale du mot franchise. Alors, il y a une chose qui est primordiale dans le cadre d'une franchise, c'est un document qui s'appelle le FDD, le Franchise Disclosure Document, c'est la Bible du franchisé. Donc ce document, vous devez l'obtenir, vous devez l'étudier avec grande précision, parce que ce document-là, il est juste primordial. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partager un de mes écrans. Voilà, je vais partager cet écran. Dites-moi si vous le voyez. Oui. Alors là, le FDD, le Franchise Disclosure Document, quels sont les 23 items du Franchise Disclosure Document? Bon, un FDD, c'est régulé par la FTC, donc l'organisme qui régule le business aux États-Unis, en gros la FTC, ce qui charge les consommateurs, Trade on Consumers. Donc, un FDD doit avoir impérativement ces 23 items, mais dans ces 23 items, je vais vraiment vous dire de vous focaliser fortement sur un certain nombre. Très clairement, l'item 1 qui décrit le franchiseur, l'item 2 qui décrit l'expérience du franchiseur, l'item 3 qui va dire si le franchiseur a des procédures en justice en cours ou passées aux États-Unis, l'item 4 qui dit s'il y a eu des bankruptcies, c'est-à-dire des dépôts de bilan. Après, c'est un certain nombre d'éléments, le 5, 6, 7, c'est un certain nombre d'éléments relatifs aux fees, donc ça, au coût de la franchise. Bien entendu, il faudra les étudier. On arrive au 8, qui est l'item qui définit toutes les restrictions que vous pourriez avoir. Vos obligations, le financement. Le 12, qui est un élément, le territoire de la franchise, ça, c'est un élément primordial. C'est-à-dire que quand vous êtes franchisé, vous avez un territoire d'exclusivité. Selon les franchises, c'est un rayon, c'est un county. Alors, par exemple, on peut vous dire que vous avez l'exclusivité sur un rayon de 5 miles autour de l'emplacement où vous êtes. Ou vous avez l'exclusivité sur un code postal, 32828, c'est le mien ça. Vous avez l'exclusivité sur un code postal. Vous avez l'exclusivité sur une ville. Vous avez l'exclusivité sur un État. Je vais citer une franchise qui ne donne pas du tout d'exclusivité. Subway. Quand vous prenez une franchise Subway peut installer un Subway à 100 mètres de chez vous. Et ils le font. Et aujourd'hui, Subway est une des franchises très délicates aux États-Unis. Il y a énormément de Subway à vendre. Il y a peut-être des raisons. Donc ça, le territoire, élément primordial. Bon, après un certain nombre d'éléments, l'item 16,
qui est encore là aussi, est-ce que vous avez le droit de vendre ou non. Le 19, le 19, la franchise va dire, voilà, normalement, un franchisé fait telle et telle et telle performance financière. Là-dessus, il faut aller vérifier si c'est cohérent. Et ça, typiquement, ça va être le rôle des personnes qui vous accompagnent. Si une franchise vous annonce qu'elle fait une marge de 95% sur ses pizzas, je donne un exemple, bon, c'est pas compliqué, la marge brute sur une pizza, elle est de 75%. Si cette franchise vous dit non, non, moi chez moi c'est 95, il va peut-être falloir se poser des questions quand même. Il n'y a pas de pâte sur cette pizza ou il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui est bizarre. Ou alors il n'y a que de la pâte. Donc ça, c'était sur les financial performance. Item 21. Alors ça, très concrètement, c'est un des éléments que je regarde avec le plus d'insistance. C'est la santé financière du franchiseur. Vous n'avez pas envie de signer avec une franchise dont le franchiseur est en très mauvaise posture financière. Perd de l'argent, n'a plus de fonds propres, n'a que des dettes et va disparaître. Il y a actuellement des franchises qui disparaissent. Il y a des franchises qui se mettent en bankruptcy, qui disparaissent purement et simplement. Pour les franchiseurs, c'est pas une très bonne situation quand ça se passe. Les franchises sont très très mal sur le marché actuellement. Donc l'item 21, c'est quelque chose. Et là, si vous ne savez pas le lire, un conseil, adressez-vous à quelqu'un qui sait lire un financial statement. Financial statement, c'est bilan compte de résultats. C'est pas, voilà, ça s'appelle profit and loss et balance sheet en anglais, mais voilà, faut savoir les lire. Donc là, on a fini avec les éléments. Ce FDD doit vous être remis 14 jours avant que vous signiez. Vous devez avoir ce document-là dans vos mains 14 jours avant de signer. En France, ça s'appelle le DIP. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, DIP. Mais en France, ça s'appelle le DIP pour les franchises. Ça existe aussi en France et c'est la même durée. Et ça s'appelle le DIP en France. Document, je ne sais plus. Voilà. Je continue vite. Donc alors maintenant, on a fini avec le FDD. Dans les éléments que je vous conseille, c'est de creuser qui sont les intervenants. Donc ça, on vous en parle dans l'item, au tout début, dans l'item 2, Business Experience. Dans Business Experience, on va vous lister les personnes qui animent cette franchise. Donc, prenez des renseignements sur ces personnes. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des background checks sur ces personnes, vérifier le passé, carrément le casier judiciaire des personnes. Prenez des renseignements. Et alors, un conseil aussi, parce que ça, je l'ai déjà vu, si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en contact régulièrement dans le cadre d'une franchise et que cette personne, bizarrement, n'est pas citée dans les personnes de l'item 2, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi j'ai affaire à cette personne-là? Pourquoi cette personne n'est pas citée? En général, il y a de bonnes raisons. Donc, creusez les intervenants. Un conseil, ne soyez pas les premiers. N'essuyez pas les plâtres. Ou alors que ça soit transparent avec la franchise qui vous fasse un méga discount parce que vous êtes les premiers. En l'occurrence, voilà, on parle de Huntington, on parle de Leonidas, on parle de Killwins, on parle d'entreprises qui sont là depuis 30, 40, 5 ans, 100 ans. Quelqu'un qui est là depuis 18 mois, qui a 0 franchise qui tourne, pour lequel vous êtes le premier franchisé, vous allez essuyer les plâtres. Alors après, vous avez d'autres cas. Vous avez des franchises européennes qui viennent s'installer. Là, j'ai eu l'occasion de travailler pas mal avec un franchiseur qui est en train d'arriver. On parle d'une franchise qui a 90 établissements en Europe et qui arrive aux États-Unis et qui, en arrivant, installe 8 établissements en propre avant de commencer à franchiser. Donc là, on a quelqu'un qui sait de quoi il parle en Europe, qui va adapter son concept aux États-Unis et qui, pour adapter son concept aux États-Unis, monte ses propres établissements avant de commencer à franchiser. Voilà, ça me paraît être beaucoup plus serein et qui ne commencera à franchiser que quand son FDD sera validé. Ensuite, donc pas essuyer les plâtres, contacter un maximum de franchisés existants. Là aussi, le franchiseur doit vous fournir la liste des franchisés existants. Contactez-en un maximum de franchisés existants. N'hésitez pas à contacter des franchisés du passé aussi, des gens qui ne seraient plus dans la franchise, si vous avez les informations. Surtout si on vous dit de ne pas les contacter d'ailleurs. Ça peut être pas mal d'avoir leur avis quand même.
Dans les choses qui peuvent être sympas, regardez un site qui est assez marrant qui s'appelle The Unhappy Franchisee, le franchisé mécontent. The Unhappy Franchisee. Moi, j'aime bien aller voir ici si je trouve des noms. Alors attention, hein, typiquement, par exemple, si vous cherchez UPS ici, UPS a beaucoup de franchisés mécontents. Mais UPS a énormément de franchisés. On ne peut pas plaire à tout le monde. Par exemple, sur le cas d'UPS, moi, j'ai vu des gens qui étaient contents et des gens qui n'étaient pas contents. Bon, voilà. Mais quand on parle d'UPS, je ne sais plus combien ils ont de franchisés, mais c'est juste énorme. Donc, c'est normal aussi qu'ils aient quelques personnes qui viennent se plaindre. Maintenant, si vous avez 10 franchisés et que vous en avez 10 qui se plaignent, là, c'est peut-être différent. Ça, c'est Unhappy Franchisee. Je n'ai pas retrouvé le lien, mais aussi, chaque année, la SBA, Small Business Administration, publie une liste des franchises pour lesquelles ils ont garanti des crédits et pour lesquels il y a eu des défauts. Des défauts, c'est-à-dire des crédits sur lesquels il y a eu des problèmes. Il y a eu des non-paiements. Donc là, c'est intéressant. Chaque année, je récupère cette liste. Voilà, faire un maximum de recherche sur Internet avant, regarder les reviews, bien entendu. Ça, c'est vrai pour les franchises ou pour les business indépendants. Autre élément, vous pouvez être mis en relation dans votre recherche avec des brokers ou avec des franchise brokers, qui sont des brokers spécialisés en franchise. Moi, ce que j'aime bien savoir très clairement, c'est qui gagne quoi. C'est-à-dire que si demain, vous êtes en relation avec un franchise broker, très bien, il vous dit très exactement combien la franchise lui donne par rapport au fait que vous travaillerez avec cette franchise-là. Et si vous avez une franchise qui a des initial fees, par exemple, de 50 000 et que le franchise broker en retouche 25 000, moi, à mon avis, il y a quand même un problème. Très clairement, les franchiseurs qui ont besoin de donner 50% à des franchise brokers, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver de franchisés en direct. Typiquement, Killwings et Huntington, ils donnent 0. Donc, je veux dire, c'est des franchises qui n'ont pas besoin de franchise brokers pour se vendre. Aujourd'hui, typiquement, quand vous achetez une franchise existante, là, c'est différent. Vous avez un business broker. Et là, c'est le vendeur qui paye le business broker. Ce n'est pas la franchise. Et dernier point, donc j'espère que j'ai tenu dans les 10 minutes. Dernier point, chaque année, il y a un hors-série. C'est la revue Entrepreneur, Franchise 500. Ça sort tous les ans, c'est en janvier. Vous pouvez le commander de France sur Amazon, il est en général. Donc, c'est la revue Franchise 500 Entrepreneurs, c'est janvier. Image, je ne sais pas si j'ai la couverture là, de cette année. Ouais, le voilà. Ça, c'est celui de cette année. C'est bien parce que alors là, vous avez 500 franchises qui sont décortiquées. Et c'est une bonne base, c'est une très très bonne base d'information. Moi, je l'ai sur les 10 dernières années, donc en plus, je peux voir les évolutions des franchises. J'ai fini. Super, merci beaucoup en tout cas Sylvain pour ton intervention. On passe aux questions. Charles, tu veux lancer les questions qui restent? J'en ai noté quelques-unes. Je peux passer aux questions, mais donc j'en ai vu plusieurs. Donc, il y en a certaines qui vont te concerner plutôt toi, Sylvain, mais il y en a d'autres qui sont directement posées à nos franchisés et à nos franchiseurs. Donc, la première question pour Huntington, c'est combien de salariés sont nécessaires au fonctionnement d'un centre? Alors, c'est très variable. Moi, j'ai un centre qui est une taille à peu près standard. Donc, il y a actuellement un manager à temps plein, moi-même à temps plein, une assistante à mi-temps et le reste, ce sont en fait des professeurs qui sont pour la plupart qui travaillent à l'heure, c'est-à-dire après les cours. Donc, il y en a certains qui font uniquement que 2-3 heures par semaine, d'autres qui font plutôt 10 ou 15. Ça dépend de leur disponibilité. Donc là, actuellement, je crois que j'ai 24 employés en tout, mais tout le monde n'est pas à temps plein. On est seulement 2,5 à temps plein. Et ça, encore une fois, c'est la moyenne. Je dirais que pour les centres un peu plus petits, il n'y a que 2 personnes ou 1,5 à temps plein. Et parfois, il y a des très gros centres, surtout dans le nord, plutôt New Jersey, New York, où ils sont 4, 5, voire 6 temps plein. Mais voilà, la moyenne, c'est plutôt 3, on va dire, temps plein, plus les professeurs qui travaillent ici. Très bien, merci beaucoup.
Étienne, une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires minimum requis, par exemple, au fonctionnement d'un point de vente, ou est-ce que ça va vraiment dépendre du point de vente et juste Non, de ce qu'il vend, ça va, non? ça va dépendre du point de vente. D'accord, très bien. Je regarde les questions. On a une question intéressante, mais j'ai dit là, ce serait probablement plus un avocat qui répondra. La première partie, c'est ouvrir une franchise sous quel visa? Sous quel visa? Ça serait un visa E2, probablement. Après, la personne est sous visa L aujourd'hui et quelle démarche nécessaire le cas échéant pour switcher? Auquel cas, là, je pense que ce sera un avocat qui répondra plus. Je veux pas, j'ai des éléments de réponse, mais je ne me permettrai pas de répondre, quoi. Voilà. Et puis, on va de toute façon, je pense, organiser d'ici la fin de l'année dans les webinaires à venir. On a quand même un certain nombre d'avocats d'immigration autour de nous, membres de nos chambres. Donc, on va voir pour organiser quelque chose vraiment spécifique, justement, Juridique, business. voilà, immigration au sens large, visa E2, visa L, visa, voilà, etc. Immigration au sens large, on va organiser quelque chose comme ça, étant entendu que malheureusement, actuellement, c'est quand même assez compliqué avec la situation dans les ambassades. Une autre petite question pour Nancy et Caroline, et je ne sais pas si vous allez accepter de dévoiler tous vos secrets, entre guillemets, mais quel investissement initial a été nécessaire pour commencer cette franchise? Est-ce que c'est uniquement pour la franchise ou franchise plus les autres frais inhérents au déménagement? Enfin, si c'est juste pour la franchise, je dirais pour Huntington de manière générale. En Floride, c'est peut-être un peu moins coûteux, on va dire entre 150 000 et 300 000, c'est une bonne fourchette pour démarrer une franchise Huntington. Je pense en Floride. C'est 150 000, ça me paraît être le budget vraiment minimum. Très bien. Nancy? Oui, désolée. Alors, nous, c'est très différent parce que ça dépend si on rachète un magasin existant ou si on crée le magasin. Donc, après, acheter un magasin existant, ça dépend de combien fait le magasin en chiffres. Voilà. Et surtout que Killwins a des magasins en ce moment, il y a un magasin qui se vend à 1 million. Donc, pour vous dire le chiffre qu'ils font, c'est énorme. Et par contre, pour créer un magasin entièrement, c'est-à-dire avec un local vide, ça tourne autour de 4 à 500 000. C'est pas donné, mais on est suivi par des entrepreneurs de la franchise. Voilà, c'est vraiment tout est. Il y a un suivi de A à Z pour créer le magasin. Je peux répondre en partie sur ça aussi, par rapport au prix de revente. Et j'allais dire, c'est marrant parce que Killwins et Huntington sont comparables. C'est-à-dire qu'en gros, les Killwins les moins chers et les Huntington les moins chers que j'ai vus, c'est dans les 200 et ça monte à 1 million. C'est à peu près ça, sachant que les chiffres d'affaires que j'ai vus, c'est pas pareil, mais c'est les chiffres d'affaires que j'ai vus, ça va de 300 à largement. Alors, en Huntington, je pense que le Huntington le plus gros que j'ai vu devait être juste en dessous du million. Je parle de la Floride, hein, juste en dessous du million de chiffre d'affaires. Par contre, des Killwins, j'en ai vu des au-delà du million. J'en ai vu des peut-être à pas loin de 2 millions de chiffre d'affaires. Alors là, sur des lieux, vous avez des Killwins où vous avez une file d'attente de 30 personnes avant la porte. Sur certains lieux touristiques, alors, entre autres, ils gèrent très très bien, tu le disais tout à l'heure, l'odeur qui rappelle l'enfance, etc. Ils laissent toujours les portes ouvertes et quand vous passez devant, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer et d'aller acheter quelque chose à manger. Et en sachant que là, beaucoup de Killwins se revendent entre franchisés. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a pas mal de franchisés qui ont 1, 2, 3 franchises, 3 magasins, c'est que ça marche plutôt bien. Nous, on est en recherche d'un autre aussi. Donc, d'ailleurs, à Orlando, il y a je crois qu'il est français, c'est un franchisé Killwins, il est français, marié à une Américaine.
Et ils en ont ouvert 2 autres sur 1 an et demi ou 2 ans, je crois. Alors ça, effectivement, c'est intéressant que tu soulèves ça. C'est vraiment un phénomène américain aussi, les multifranchisés. Oui. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient 4 Firehouse Subs, des gens qui avaient plusieurs Killwins. C'est vraiment un phénomène, la multifranchise. Et un autre élément que tu évoques qui me fait penser aussi, vous avez des franchises qui sont fermées aux nouveaux franchisés dans certains secteurs. Typiquement, Dunkin' Donuts en Floride, vous ne pouvez acheter un Dunkin' Donuts que si vous en avez déjà un. Krispy Kreme, vous pouvez acheter un Krispy Kreme que si vous en avez déjà un. Si vous voulez acheter un Dunkin' Donuts et que vous n'en avez pas, ça va être en Géorgie, ça va être dans d'autres États. Typiquement, ils se développent beaucoup en Géorgie actuellement. Mais ça sera sur des secteurs où les franchisés existants n'ont pas la priorité. Beaucoup de franchises donnent la priorité à leurs franchisés existants. Sylvain, je vois une autre question qui va te concerner. Est-ce que tu as une plateforme que tu recommandes pour trouver ou consulter tous les types de franchises disponibles à l'achat? Ou alors, est-ce qu'il faut passer justement par une personne physique? Alors, il y a des plateformes. Alors, très clairement, la première des choses, je le redis, c'est la revue Franchise 500. Parce que les 500 qui sont là-dedans, globalement, sont déjà des franchises. Alors, typiquement, vous allez retrouver Huntington et Killwin dedans. Donc, c'est des franchises qui ont pignon sur rue. Donc, déjà ça. Après, attention, parce qu'il faudrait des plateformes indépendantes. Il n'y en a pas. Donc, les plateformes que vous allez trouver, ça va être typiquement, par exemple, je ne sais plus comment ça s'appelle, Franchise Broker Association, par exemple. Ils ne listent que ceux avec lesquels ils ont des accords et avec lesquels ils ont des commissions. Donc, c'est plus délicat. Typiquement, si c'est pour chercher une franchise existante, je veux dire, en route, vous avez BizBuySell, BIZBUYSE2L, BizBuySell, et puis en Floride, vous avez Business Brokers of Florida. Là, vous allez trouver des business à vendre en franchise ou non. Vous pouvez d'ailleurs cocher si vous voulez qu'ils soient en franchise ou non. Donc, vous allez sur Business Brokers of Florida, vous cherchez un business, vous cochez en franchise. Et là, vous n'aurez que les business franchisés. Donc ça, vous pouvez y accéder directement sur Business Brokers of Florida ou sur mon site Objectif USA. Très bien. Et alors, il y a aussi donc une autre question qui va être un petit peu pour toi, mais aussi pour nos autres franchisés. Est-ce qu'il y a des salons ou des rendez-vous pour des jeunes franchises en Amérique du Nord pour aider à apporter de la visibilité à leur franchise, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore? Il y a Franchise Expo South, il y a un truc qui s'appelle Franchise Expo. Et il y en a un forcément. Alors, les États-Unis, pour beaucoup de choses comme ça, sont partagés en 4. Est, Ouest, Nord, Sud. Donc, vous avez Franchise Expo South, vous avez Franchise Expo Vegas. Donc, Franchise Expo South, il se tient une fois à Atlanta. Il s'est tenu à Tampa il y a 2 ou 3 ans de ça. Il s'est tenu à Orlando il n'y a pas très longtemps. Il était tout petit à cause de Covid. Donc, certains sont passés virtuels. Vous avez effectivement les Franchise Expo, ça va être le plus gros. Ah tiens, ça c'est intéressant. Franchise.com, Business Franchises Event. Ouais, voilà, typiquement, là, vous avez une liste dans le chat. Vous avez certainement la liste des différentes. Je vois qu'Alexandre, effectivement, vient d'envoyer plusieurs liens pour vous permettre de retrouver toutes les informations qui viennent. Alors, voilà, je vois quelque chose qui dit Franchise Expo est a priori fermé aux étrangers cette année. Alors, oui et non. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas vous appeler franchise tant que vous n'avez pas de FDD aux États-Unis. À partir du moment où vous avez un FDD aux États-Unis, vous n'êtes plus étranger. Le problème que j'ai pu voir avec les franchises européennes qui venaient aux États-Unis, c'est qu'elles voulaient commencer à être sur les salons avant d'avoir un FDD. Non. Vous ne pouvez pas utiliser le mot franchise aux États-Unis tant que vous n'avez pas fait le nécessaire et que vous êtes une franchise aux États-Unis. Donc voilà. Visiteur. Ah d'accord. Alors là, si c'est fermé aux visiteurs étrangers, c'est peut-être lié au Covid, ça. C'est peut-être lié au travel ban, du coup. Ouais, au Covid, au travel ban, ouais. Il y a une question pour Léonidas, Charles. Pour Étienne, oui. Étienne, est-ce que Léonidas apporte son aide pour trouver un emplacement en Floride, par exemple? Pas vraiment, non. Même pas, non, on n'aide pas. Alors, on peut aider à mettre en contact avec des agents immobiliers.
Mais en général, c'est à la charge de l'investisseur de trouver un agent immobilier. Nous, ensuite, on a un effet d'expérience et on peut conseiller quel type de ville est le mieux, mais on ne trouve pas l'emplacement bien défini. C'est vraiment à l'investisseur de le faire. Nos chambres de commerce peuvent vous aider en Floride. C'est vrai que c'est pour ça aussi que nous sommes là, hein, que ce soit la Framco ou la Falco. Avec les bonnes personnes. Voilà, vous mettre en contact et vous accompagner tout au long de votre expatriation. Est-ce que vous voyez d'autres questions qui… Je ne serais pas répondu. Non. J'essaie de regarder, mais je n'en vois pas. Non. Il me semble une question pour Étienne. Est-ce compliqué de monter un dossier FDA dans l'alimentaire dans le cas où l'on souhaite exporter une franchise non encore présente sur le territoire américain? C'est aux fabricants de le faire, en fait. Donc, pour vous donner, donc nous, aux USA, on y est depuis très, très longtemps. Mais c'est vrai que quand il y a certains nouveaux produits, c'est nous qui faisons les recherches pour être sûr que le produit sera bien, pourra rentrer sans problème au vu de la FDA américaine. Maintenant, si, en fait, pour tous les nouveaux pays, on le fait. Par exemple, pour le Pérou, c'est nous qui faisons les recherches avec l'aide de l'importateur. Ça doit vraiment aller dans les deux sens pour être sûr que les produits seront OK pour entrer développés par les douanes. Là, on vient d'avoir un exemple avec le Mexique où tous les produits ont pu rentrer, mais on vend aussi des packaging pour nos chocolats. Et en fait, on a eu un problème avec tous les rubans qui sont utilisés pour les ballotins et les autres boîtes, parce que le tissu venant d'Europe n'est pas autorisé sur le marché mexicain. Donc, il faut avoir un fournisseur que de tissu sur le marché mexicain. Voilà, des petites choses comme ça. Alors, il y a des spécialistes pour passer vos produits alimentaires à la FDA. Moi, j'ai eu une expérience là-dessus qui alors a été une expérience assez compliquée d'une franchise d'ailleurs qui a joué et qui a perdu. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont fait. Alors, c'était pas pour des aliments pour humains, c'est des aliments pour animaux. Ils ont commencé à importer des produits aux États-Unis. Ils ont passé les produits à la FDA. Ils ont fait deux belles boulettes. Alors, il y en a une, c'était plus qu'une boulette quand même. À savoir qu'en gros, il y a un certain nombre de produits qui étaient interdits en Europe. Ils ont déclaré leur composition. Il n'y a pas eu d'analyse faite par la FDA. C'est du déclaratif. Ils ont déclaré leur composition. Puis comme ils se sont rendus compte qu'il y avait des produits qui étaient interdits aux États-Unis, ils ont oublié de les mettre dans la composition. Ce qui devait arriver est arrivé, c'est qu'à un moment donné, un de leurs concurrents s'est rendu compte de ça, a écrit à la FDA a saisi du produit, a fait l'analyse, a vu qu'il y avait des produits interdits aux États-Unis. Résultat, les containers suivants, ils sont restés bloqués. Ils ont au final été brûlés d'ailleurs. Donc ça, c'est la première anecdote. La deuxième anecdote, c'était les emballages. Les emballages, il faut se normer aux États-Unis. Il faut mettre les choses en pound. Ça, c'est une bonne galère quand même, parce que le système impérial par rapport au système métrique, c'est quand même un peu catastrophique. Enfin, c'est le pound par rapport au kilo, le inch par rapport au centimètre. Enfin bon, il faut mettre aux normes américaines avec tout ce qui est aux normes américaines. Et entre autres, il faut mettre les dates de péremption aux normes américaines, parce que ça peut amener à des confusions entre le 10 mars et le 3 octobre, par exemple. Donc, faut mettre. Donc oui, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes pour passer les produits à la FDA. Et il faut effectivement s'assurer. Par exemple, quelque chose qui est considéré bio en France n'est pas forcément considéré comme bio, ici on dit organique, aux États-Unis, parce que les normes du bio ne sont pas les mêmes. D'un côté, je ne sais plus de quel côté, d'un côté, le trajet est pris en compte. De l'autre côté, le trajet n'est pas pris en compte. Ouais. Donc, typiquement, il y en a quand même des savons qui sont considérés comme bio en France, et ils ne sont pas bio aux États-Unis. Et inversement. De toute façon, les règles sont bien moindres accessibles. Dans nos produits bio qu'on paye relativement cher ici, on trouve des pesticides, des colorants. Donc, voilà, ce n'est pas du tout les mêmes normes et ça ne peut pas être comparable. Je rebondis sur une autre question pour toi, pour vous. Quelqu'un qui dit « Je m'engage sur 10 ans avec une franchise et cela ne marche pas. Comment faire? Dois-je toujours payer la franchise et les droits tous les mois? Comment ça se passe pour avoir une rupture avec une franchise? Est-ce qu'on peut transformer le point de vente? Voilà, des choses comme ça. »
faut une rupture à l'amiable, hein. Ici, quand on a signé un contrat, on n'en sort pas, sauf à faire quelque chose à l'amiable. Alors, sauf à pouvoir démontrer que le franchiseur, alors ce que j'ai vu dans un certain nombre de cas récents, hein, démontrer que le franchiseur n'avait pas du tout rempli ses obligations. Alors là, par contre, ça se finit au tribunal, hein. Et alors, malheureusement, là, la difficulté quand ça se finit au tribunal avec une franchise, c'est qui dit franchise dit droit fédéral. Et donc, droit fédéral dit procès cher. Mais non, globalement, généralement, quand vous êtes parti avec une franchise, vous êtes parti, pour la durée du contrat. C'est combien de temps les types de contrats? 5 ou 10. On voit 5. Très généralement, on va dire, je pense que moi, dans 80% des cas, j'ai vu 10 ans. Je voudrais finir pour rajouter quelque chose, c'est que quoi qu'il en soit, si ce n'est pas avec le franchise, ça sera avec le landlord, les propriétaires du lieu du magasin. Et contrairement à la France, quand on signalise, et Dieu sait que c'est le cas, on est pieds et poings liés. On ne peut pas sortir du lease. En général, on signe des leases sur 3, 4, 5 ans et on ne peut pas sortir du lease. Et notre caution, même si on ferme, on continuera à payer pendant 2 ans jusqu'à la fin du lease, sauf si on trouve un repreneur pour les lieux, etc. Et même quand parfois il y a un repreneur ou même simplement quand on vend son affaire, on est souvent obligé de rester caution pendant quelques mois ou 1 an, selon les négociations qui sont faites entre l'acheteur et le vendeur et les business brokers. On est souvent obligé de rester caution. Donc, l'entrepreneuriat aux États-Unis est plus simple, différent, mais répond aussi à d'autres règles et d'autres problématiques, on va dire, quoi. Et celle-ci, effectivement, c'est à prendre en compte. Quand on signalise, on est avec le landlord jusqu'à la fin du lease, quoi. Voilà. Et redevable, quoi qu'il en soit. La protection du consommateur, la protection de l'entrepreneur, c'est très français, hein. Ici, on gagne plus d'argent quand on travaille et qu'on travaille bien, on gagne plus d'argent, on est beaucoup moins protégé. Voilà. En France, on gagne moins d'argent, mais on est plus protégé. Voilà. Après, alors bon, on peut disserter, mais c'est certain que typiquement, le bail 369 est beaucoup plus protecteur que le bail américain. Le contrat de... les contrats de franchise français sont beaucoup plus protecteurs du franchisé que les contrats de franchise américains. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est toujours le contrat qui fait loi en général, surtout dans notre état de Floride. C'est très simple. Ce qui est dans le contrat, c'est comme ça que ça se passe, point. Donc, et c'est pareil pour la location de maison, hein. On précise aux futurs expatriés, quand on loue une maison, on est dans le lease jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas de donner 3 mois de préavis, quoi. C'est différent. Oui, c'est vrai, quand on raisonne au niveau des États-Unis, on parle souvent des États-Unis, on présente les États-Unis comme un tout. Il faut savoir que véritablement, en matière de, par exemple, typiquement en matière de loi sur les franchises, alors un État qui est complètement à part des autres, c'est la Californie. Là, pour le coup, en Californie, le franchisé est beaucoup plus protégé que dans tous les autres États. Et typiquement, pour le franchiseur, par contre, la Californie est un État galère parce que c'est difficile d'être franchiseur en Californie parce que l'État met un nombre d'obligations à la charge du franchiseur qui est vraiment… ça n'a rien à voir. Donc, si aujourd'hui, il y a des franchises qui nous écoutent et qui réfléchissent à s'implanter en Europe, en tout état de cause, commencez par les États simples. Typiquement, commencez par la Floride et contactez-nous. Commencez par contacter vos chambres de commerce. Voilà, commencez par la Floride parce que la Floride, c'est un État simple pour s'installer. La Californie, alors c'est bon, enfin, c'est sympa la Californie, mais par contre, c'est l'État le plus compliqué pour beaucoup de choses, pour beaucoup de choses. Et très cher. C'est trop cher, il y a trop de taxes en Californie. Faut rester la vie est très chère. Je vois une petite dernière question pour Étienne. Étienne, est-ce que certains de vos soft franchisés ont des exclusivités de lieux en Floride? Alors, on n'a pas d'exclusivité nulle part dans le monde. Cependant, on a parfois des situations où certains magasins marchent bien et donc, évidemment, il y a des nouveaux investisseurs qui sont attirés. Nous, on est toujours dans l'optique où on ne va pas commencer à embêter les magasins qui marchent bien. Donc, on n'a pas d'exclusivité légale, on va dire,
Mais par exemple, dans le cas de Wendy, précisément, il y avait un investisseur qui voulait ouvrir juste à côté de Clearwater. Et j'ai dit non, parce que Wendy fait du bon boulot. Et par respect, puis pour avoir une vision sur le long terme, on ne va pas commencer à laisser ouvrir un magasin qui va lui faire du mal pour finalement fermer les deux dans un an. Donc, pas d'exclusivité légale, mais on reste très, très attentif à ce genre de demande et surtout à faire attention à ne pas faire du mal à nos franchisés déjà établis. Ça, c'est du bon sens. Et c'est très exactement le bon sens que Subway n'a pas actuellement, qui fait que Subway est en train de plonger. Parce que typiquement, le premier reproche que font tous les franchisés à Subway, c'est de dire on a investi des dizaines, des centaines de milliers de dollars à tel endroit, et vous en avez monté un 100 mètres à côté. Et celle, typiquement, voilà, ça, la réponse d'Étienne, c'est du pur bon sens. Il n'y a pas de raison d'aller installer quelqu'un juste à côté si justement il y a quelqu'un qui fait du bon boulot. Voilà. Alors, si je peux me permettre, pardon Sylvain. Donc, évidemment, c'est toujours un petit peu ennuyeux parce que, évidemment, on veut développer la marque. Maintenant, donc, on a eu un autre investisseur qui, lui, veut ouvrir à Tampa. Donc, Tampa, ça commence déjà à être un peu plus éloigné que de l'endroit où voulait ouvrir l'autre investisseur. Donc, dans ces cas-là, on dit oui, malgré tout. Si c'est une quarantaine de kilomètres, ça va. Cependant, par respect et par courtoisie, on a prévenu Wendy. On lui a dit, voilà, écoute, on va ouvrir un autre point de vente. Par contre, c'est à 45 minutes de ton point de vente. On pense que ça va générer de la brand recognition, la notoriété de marque. Donc voilà. Mais on fait toujours très, très attention. Et tu as raison, Sylvain, il faut vraiment utiliser le bon sens et avoir un bon sens commercial pour éviter de générer des tensions alors que là où il n'y en a pas besoin. Et puis de se couper de certains partenaires sur le court ou moyen terme. Bien, merci beaucoup en tout cas à tous. Je pense qu'on a fait le tour des questions. J'aimerais… Oui, Alexandre ? Non, c'est bon, tu l'as mis. On pourra retrouver le replay, quoi qu'il en soit, sur les chaînes YouTube des chambres de commerce et d'Objectif USA. Donc, je pense que c'est tout bon. Voilà. En tout cas, voilà, j'aimerais dire un grand merci à nos franchisés, Caroline, Nancy et bien sûr Wendy, mais aussi aux franchiseurs Étienne qui nous ont animé ce webinaire avec passion. Et je pense qu'il y a eu plein d'informations très intéressantes qui sont sorties de ce webinaire et on espère, les chambres de commerce, que cela pourra aider beaucoup de Français qui aimeraient pouvoir venir ici et ouvrir une franchise ou en tout cas juste s'expatrier. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.